l'histoire de notre Constitution appartenait à l'histoire de l'état d'urgence. Et on le voit très bien que la généralisation des états d'urgence est ce qui précipite notre Constitution plus avant dans la dictature, jusqu'à les événements récents. En effet, le fait que l'entourage de M. Emmanuel Macron a fait fuiter l'idée selon laquelle on pourrait utiliser l'article 16. Et j'ai lu encore ce matin M. Emmanuel Macron dire que la guerre civile n'est pas loin, en tout cas mentionner la guerre civile. Donc toutes ces déclarations ne sont pas anodines. Et donc il y a en effet, je pense, une sorte de préparation d'évolution vers un régime dictatorial. Si on prend le régime semi-présidentiel, qui est défini comme étant un régime parlementaire mais avec un président élu au suffrage universel qui est irresponsable, c'est-à-dire une sorte de monarque intouchable qui ne peut pas être renversé ni par l'Assemblée ni par personne, ce président-là, qui a l'accès direct au peuple, a des pouvoirs propres, notamment dissolution de l'Assemblée, donc il domestique complètement l'Assemblée, alors que c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée. Donc ce régime-là, c'est un régime qui, historiquement, a été celui de l'avènement de la dictature dans les différentes expériences historiques qu'il a connues. Le grand exemple, c'est évidemment la Constitution de Weimar, qui est le premier grand régime semi-présidentiel. Alors on peut parler de la Finlande aussi, mais la Finlande a évolué vers un régime parlementaire. En tout cas, la Constitution de Weimar, c'est la mise en place du régime semi-présidentiel. Donc le président élu au suffrage universel direct, qui a des pouvoirs propres, non contresignés, le pouvoir de dissolution, le pouvoir de référendum et les pleins pouvoirs, l'article 48, qui est l'équivalent de notre article 16. Donc la Constitution de Weimar, c'est copier-coller la Constitution de la Ve République. Et comment a-t-elle été utilisée pour mener au nazisme ? Donc je sais que vous avez reçu Johan Chapoutot. Donc c'est très simple, vous avez une élection présidentielle en 1932, avec le parti nazi, donc Hitler, qui se présente à l'élection présidentielle contre Hindenburg, qui est successeur à sa réélection, candidat à sa propre succession, et puis vous avez le candidat communiste qui fait 10%. Hindenburg fait 50%, le candidat Hitler fait 40%, et le communiste 10%. Donc les voix du communiste et de la gauche se reportent sur Hindenburg, le centriste de droite / droite extrême, qui... Proto-macroniste. Pardon ? Proto-macroniste. Peut-être. Toujours est-il qu'on a ce report de voix pour faire barrage à Hitler. Sauf que fait Hindenburg ? Il nomme Hitler président. Non, on n'en est pas là. Ah, il dissout. Ah oui, oui. Il dissout l'Assemblée alors que Hitler vient de faire 40%. Alors que le parti nazi, avant ça, était à 3%, 15, je crois qu'il était à 15% à ce moment-là, enfin juste avant, aux dernières élections. Et il dissout probablement aussi en faisant le pari de décrédibiliser les nazis en les mettant au gouvernement. Le même pari que ce que fait Macron. On peut considérer que c'est exactement le même pari. Il disait il va le faire couiner, Hitler. Bah, pas du tout. Et donc c'était un calcul stratégique. Aussi, il y a eu un accord avec les grands industriels qui se sont dit il vaut mieux Hitler que la gauche. Donc on a eu exactement la même séquence à ces élections législatives-là. Eh bien, c'est à ce moment-là où le parti nazi a pu former une coalition. Et ensuite, en 1933, il a été nommé, donc suite à cette stratégie d'Hindenburg avec les grands industriels allemands nazis, enfin non, justement pas nazis à l'époque, que Hitler a été nommé chancelier. Et ensuite, il a demandé l'utilisation de l'article 48.